Face à ChatGPT, nous restons humains malgré tout. Le 30 novembre 2022, arrivait de manière publique ChatGPT d'OpenAI, le nouveau chatbot boosté à l'intelligence artificielle qui devait révolutionner notre manière de travailler avec de tels outils, d'aborder cette logique ici de chatbot dans un monde aussi bien personnel que professionnel. Et peut-être sommes-nous, depuis 2 ans, en train de vivre une nouvelle révolution industrielle après l'ère de la machine à vapeur, après l'industrialisation, l'automatisation et les chaînes sur les chaînes de production, après l'arrivée de l'informatique de manière beaucoup plus forte dans nos vies professionnelles. Sommes-nous en train de vivre cette 4e, voire 5e révolution industrielle? Ou finalement sommes-nous seulement face à un stupide perroquet stochastique, c'est-à-dire à une machine qui est là juste pour nous donner des petits bouts de mots, ce qu'on appelle les tokens, de manière aléatoire ou pseudo-aléatoire, avec peut-être derrière du sens qui nous apparaît lorsque ces mots se complètent. Et bien finalement, on se rend compte depuis 2 ans que ChatGPT ou ses déclinaisons au travers d'applications autour de l'IA générative, c'est un peu dans notre monde professionnel comme ce collègue qui s'y connaît un petit peu sur tout et qui peut nous aider, qui est toujours disponible, qui a des réponses à nous apporter pour nous aiguiller, pour nous assister, pour nous faire avancer un peu plus vite. Avec cette question sous-jacente derrière, est-ce que nous ne sommes pas en train, au moins dans le monde professionnel, de nous faire remplacer par l'intelligence artificielle? Ou alors sommes-nous, peut-être dans la meilleure des solutions, en train de devenir des humains augmentés, des personnes avec des capacités plus fortes parce que nous avons maintenant cet assistant, ce copilote, comme on veut l'appeler, qui vient nous aider dans nos tâches quotidiennes? Eh bien, c'est ce que je vous propose de regarder dans cette vidéo, mais nous allons avant tout le regarder avec notre esprit critique et le regarder sous l'angle de ce qu'on appelle les biais cognitifs. Avant cela, je vous propose quelques définitions pour reposer les concepts les plus basiques autour de ChatGPT et de l'intelligence artificielle générative. On va commencer par décrypter les 3 lettres de GPT. Donc, GPT pour Generative Pre-trained Transformer. On est là donc sur des modèles, dits modèles de langage. C'est la société OpenAI qui a la première sorti ces modèles basés sur des architectures beaucoup plus anciennes. On date de 2017 les premiers papiers de recherche sur les mécanismes d'attention et sur les architectures dites de transformer. Et ces modèles, en fait, utilisent le deep learning, l'apprentissage profond, pour comprendre et générer du texte, donc avoir cette capacité d'avoir finalement ingéré des datasets, des jeux de données qui sont des quantités astronomiques de données textuelles, de les avoir donc fait passer au travers de ces réseaux de neurones et d'être ensuite en capacité de nous produire des sorties. On parle de faire de l'inférence, donc de donner un résultat lorsque ce modèle est appelé, aussi bien pour générer du texte, compléter des bouts de phrases qu'on aurait pu commencer, mais aussi réaliser des actions comme de la traduction, du résumé, ou bien réaliser un chat dans un mode de type question-réponse. Alors justement, parlons de la déclinaison de GPT, du modèle GPT en chat GPT. On est là sur une version spécifique orientée donc, vers la conversation, et encore plus la conversation avec des humains, parce qu'on pourrait imaginer aussi que des bots conversent entre eux. On est ici donc sur une forme qui interagit avec les humains, avec les conventions d'un dialogue plutôt, on va dire, bienveillant, ou un dialogue qui en tout cas va viser à contenter l'humain qui est en face ici de ChatGPT, et lui fournir toujours des réponses, quitte finalement à ce que ces réponses ne soient pas vraies, fondées, et on parlera alors d'hallucination. La chose qui change ici beaucoup par rapport au chatbot des années 2017-2018, c'est qu'on est ici en capacité finalement d'avoir un contexte beaucoup plus important de connaissances à disposition, du fait de l'entraînement initial de ce modèle, et une compréhension, une fenêtre aussi contextuelle, donc une compréhension plus longue des interactions avec l'humain, peut-être une connaissance préalable aussi, par exemple d'une fiche client ou d'un profil utilisateur, qui nous permettent ici, via le ChatGPT, en fait, d'avoir des réponses cohérentes et pertinentes. Et donc on est vraiment dans le monde ici des chatbots, des assistants virtuels, de tout type de support client qu'on essaye d'automatiser. Et qu'est-ce qui fait que finalement ce chatbot est aussi efficace dans sa manière de dialoguer avec des humains? C'est parce qu'on l'a travaillé avec un apprentissage par renforcement, reinforcement learning,
sur justement la base de feedback humain. C'est-à-dire que des humains ont donné, des appréciations sur des réponses pouvant être données par le modèle GPT décliné sous sa forme ChatGPT. Donc ces retours humains, c'est tout simplement le fait de lever ou baisser le pouce, hein, quand on voit, apparaître une réponse, donc de qualifier finalement la sortie donnée par le modèle, a permis derrière d'ajuster, donc de faire un entraînement supplémentaire de ce modèle. On parle d'ajuster les poids du réseau de neurones et donc de fournir quelque chose qui était beaucoup plus efficace justement dans la qualité et la pertinence des réponses, réduire les erreurs, réduire les biais, mais toujours, on le sait, susceptible de développer ce qu'on appelle des hallucinations. Alors, au travers de cette vidéo, maintenant, je vous propose de faire un exercice et de le faire très très vite, donc sans mettre en pause cette vidéo, et de penser tout de suite à me donner une couleur et un outil qui vous passe par la tête. Alors, une fois que je vous ai laissé réfléchir, vous êtes peut-être, vraisemblablement, en tout cas la réponse la plus probable, c'est que vous ayez pensé à la couleur rouge et à un outil de type marteau. Alors, pas de magie là-dedans, c'est tout simplement des choses qui sont les plus fréquentes quand on pose ces questions. Ce sont de manière statistique, à nouveau, ce sont les éléments qui reviennent le plus souvent. Et on est ici finalement face à une première illustration d'un biais cognitif que nous avons les humains. Nous sommes pleins de biais cognitifs. On ne va pas parler ici des biais algorithmiques, on parle bien des biais qui sont liés aux humains et à notre façon, nous, d'interagir en société. Et on va voir que ces biais, finalement, s'expriment au travers de notre usage de ChatGPT. Alors, on ne parle pas effectivement ici des biais algorithmiques. Vous avez un exemple ici pris sur le réseau X. Et je précise bien que cet exemple, maintenant, ne fonctionne pas. Et d'ailleurs, il n'y a aucune garantie que cette copie d'écran soit réelle. Mais on pouvait voir ici l'illustration de ce qu'on peut appeler un biais algorithmique au sens large, donc avec ici le modèle qui nous produirait un code visant à mettre en avant les hommes blancs pour un recrutement, par exemple, de personnes de profil scientifique. Donc on n'est pas du tout ici sur ce type de biais, on va vraiment chercher à regarder ce que les humains expriment comme biais. Et vous voyez ici que en tout cas sur un GPT 3.5, qui est déjà un modèle commençant à dater un petit peu, nous n'avons pas aujourd'hui ce type de sortie qui était visible sur la copie d'écran. Alors, qu'est-ce qu'un biais cognitif au sens de la définition on va dire dans le domaine de la psychologie sociale? Donc, c'est une distorsion systématique, ou en tout cas très probable, hein, toujours d'une manière statistique, dans la manière dont une personne perçoit, interprète ou se souvient d'informations, et qui sont souvent influencées, hein, par des préférences, des émotions ou des expériences personnelles. Donc, nous sommes, nous humains, pleins de biais cognitifs. Alors, nous allons le voir, par exemple, dans la manière dont nous avons adopté ChatGPT depuis ce fameux 30 novembre 2022. Quelles ont été les premières questions que nous avons posées à ChatGPT? Finalement, elles en disent beaucoup sur nous-mêmes, peut-être plus que sur le modèle. Et comment avons-nous interprété ces réponses? Et pour suivre finalement ce parcours des utilisateurs humains avec ChatGPT, je vais vous proposer ici de suivre cette courbe, donc qui s'exprime sur deux axes, hein. À l'horizontale, un niveau de compétence. On va devenir sur la droite, en s'éloignant sur la droite, de plus en plus expert dans l'utilisation de ce type d'outils. Je vais dire ChatGPT au sens large ici, mais on parle bien sûr de tous les modèles d'IA générative. Et à mesure que nous monterons sur l'axe vertical, nous aurons de plus en plus confiance dans notre capacité à l'utiliser. Donc au démarrage, au 30 novembre 2022, nous attaquons ici une phase de découverte de ChatGPT et nous le découvrons avec méfiance. Et quelles vont être les premières questions que nous allons lui poser? Finalement, on va être un peu comme lorsqu'on reçoit un nouveau collègue à la machine à café. On va commencer peut-être par parler de sujets assez simples, comme le match de foot du week-end, ou à essayer quelques blagues. Alors, commençons par parler foot. Qui a gagné la Coupe du Monde en 2022? Et là, ChatGPT 3.5 toujours, hein, est désolé, mais il ne peut pas vous répondre. Alors, il ne va pas faire d'hallucination non plus, mais il va nous dire qu'il n'a pas plus d'informations que ce qui s'est passé jusqu'en septembre 2021. Donc tout simplement parce qu'un modèle est
entraîné à une certaine date sur un corpus, donc ce qu'on appelle le dataset de données d'entraînement. Et une fois que cet entraînement est terminé, effectivement, il n'y a pas d'entraînement continu qui ferait que des connaissances supplémentaires viendraient s'accumuler dans le modèle. Donc il ne sait pas finalement qui a gagné cette fameuse Coupe du monde de foot. Voyons ce qu'il arrive à faire avec des devinettes. On va lui demander ici de compléter par ce qui lui semble le plus évident quand on propose de donner, de lister trois prénoms, Riri, Fifi et... Ok, donc là il nous trouve bien que c'est Loulou, le troisième neveu de Donald Duck. Mais quand on lui demande si on lui pose la question effectivement sur la maman de Zoé, qui maintenant a 3 enfants, il ne va pas se faire piéger, il va bien nous trouver que c'est Riri, Fifi et Zoé. Donc on n'a pas réussi à le piéger ici, mais on peut quand même essayer d'insister un peu, et vous voyez que là on illustre bien cette idée que le chatbot est toujours là pour nous contenter, parce qu'il va nous dire, si on lui suggère très fortement, qu'effectivement, oui, on avait bien raison, c'est bien Riri, Fifi et Loulou qui sont les 3 enfants de la maman de Zoé, et on voit bien qu'on l'a piégé en quelque sorte. Mais en fait, il faut bien comprendre qu'ici, le chatbot n'a vraiment vocation qu'à nous contenter, nous, utilisateurs humains. Alors, je vous pose maintenant cette question, ici, et à nouveau sans regarder sur des sites ou sur Wikipédia. Quel est selon vous le plus grand fleuve du monde? Et selon finalement à nouveau votre contexte personnel, vos connaissances, peut-être l'endroit où vous êtes né, vous n'aurez pas la même réponse. Et on va voir qu'ici, ChatGPT nous annonce que c'est le Nil qui est bien le fleuve le plus grand du monde. Là où un autre modèle, enfin une autre version en tout cas, puisqu'on est toujours dans les outils ici dans le monde Microsoft, au travers de Bing, on a une réponse différente. On a donc la réponse du fleuve Amazon, et on pourrait comparer différents sites, et on verrait que finalement, ici, là, on n'a pas forcément de réponse clairement définie, mais qu'on est sur une perception qu'on peut avoir de cette réalité. Alors, un mot ici pour expliquer finalement ces logiques-là, où on a ces réponses corrigées, entre guillemets, du modèle, et ces réponses donc, qui sont dans une optique de bienveillance vis-à-vis de l'humain, elles ont été faites par des humains qui, eux, malheureusement, ont eu moins de bienveillance dans la manière dont ils ont dû travailler, puisqu'en fait, il faut bien comprendre que ce fameux apprentissage par renforcement avec des feedbacks humains a été fait par des travailleurs du clic, donc des personnes qui ont été soumises à des contenus qu'on pourrait qualifier de toxiques, des contenus violents, à caractère sexuel, etc., qu'ils ont dû filtrer par eux-mêmes pour réussir à nous donner des modèles qui aujourd'hui finalement ne sortent pas du cadre, en tout cas ont un cadre bien défini, et qui est respecté par ce modèle. Donc on aura du mal à leur faire énoncer des propos injurieux, à leur faire donner des modes d'emploi d'armes létales ou des choses comme ça, parce qu'effectivement il y a eu cette phase de contrôle, de modération du modèle dans sa phase initiale d'entraînement. Alors, nous sommes toujours donc dans ces premiers instants où nous voyons arriver ChatGPT dans nos vies, et nous comprenons que finalement il a quand même beaucoup de réponses. Alors, même si nous ne savons pas vraiment toujours évaluer la qualité de ces réponses, mais en tout cas, nous nous rendons compte que le savoir humain que nous avions, ou que nous allions trouver via un moteur de recherche ou via une encyclopédie en ligne, est en train finalement de nous arriver via ce nouveau canal. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en psychologie cognitive la version de la dépossession, c'est-à-dire que nous, humains, finalement, nous avons peur de perdre quelque chose qui nous semblait acquis, et donc on va finalement se méfier de ce ChatGPT qui vient nous voler notre propre intelligence, nos connaissances humaines. Mais très vite, le fait que la courbe des utilisateurs monte en flèche va faire qu'on va se confronter à d'autres humains qui eux-mêmes utilisent ChatGPT, qui l'utilisent avec sans doute satisfaction, et nous allons nous retrouver dans une espèce de biais de conformisme, et donc on va se conformer finalement aux normes de ce
ce groupe où on va se retrouver à finalement entre utilisateurs de ChatGPT et donc finalement à vouloir faire comme tout le monde. Et nous arrivons ainsi, en ayant monté un tout petit peu en compétences, passé un petit peu de temps d'utilisation, à un stade où finalement notre niveau de confiance va être peut-être même trop élevé et on va perdre finalement en méfiance vis-à-vis de ces outils. Nous arrivons dans une phase de confiance aveugle. Alors quels sont les biais associés à cette phase-là? Eh ben, le biais de disponibilité, effectivement, si on repense à ce fameux collègue de travail qui nous aide parce qu'il connaît bien les procédures internes, parce qu'il connaît les tableaux croisés dynamiques sous Excel, et ben finalement, ChatGPT a ce double avantage d'avoir à la fois les réponses, mais d'être toujours accessible. Et donc, cette accessibilité va faire que nous allons forcément lui donner un petit peu plus de confiance et lui accorder donc voilà ce surplus finalement de confiance nécessaire pour qu'on l'utilise au quotidien. Donc on est sur ce qu'on appelle le biais de disponibilité. Et parce qu'il est disponible, parce que c'est toujours le premier à pouvoir nous répondre et qu'on n'a pas le temps finalement d'attendre que notre collègue génial revienne de la machine à café, ben finalement, parce que c'est lui qui va nous proposer notre première réponse quand on va avoir une question, on va se retrouver dans ce qu'on appelle le biais d'ancrage, c'est-à-dire que la première information à laquelle on est confronté, même si ce n'est pas forcément l'information la plus juste ou la plus pertinente, va nous apparaître comme finalement une information qui est bonne, qui fait foi et qui est notre première base de connaissances sur un sujet, donc le biais d'ancrage. Et parce qu'à la fois ChatGPT est le premier à nous répondre, parce qu'il nous répond toujours, eh ben, on va se retrouver finalement à ne plus faire l'effort d'aller chercher d'autres sources, d'aller croiser ces informations avec d'autres manières finalement de vérifier la véracité de certains éléments, et nous allons nous retrouver dans ce qu'on appelle le biais de simple exposition, donc toujours exposé à ChatGPT, et finalement, à force d'entendre, de réentendre toujours les mêmes choses, ben finalement, nous lui donnons une confiance démesurée. Et à force toujours de répéter les échanges avec ChatGPT, de lui reposer peut-être des questions sur des sujets que nous avons déjà abordés, sur lesquels nous sommes déjà fait une première opinion, bah, finalement ChatGPT, vu qu'il a toujours ce biais aussi lui-même de vouloir contenter l'humain lors de sa conversation, bah, finalement nous allons confirmer nos premières idées, voire croyances sur des choses qu'on ne connaîtrait pas bien, qu'on ne maîtriserait pas bien. Et donc nous allons nous retrouver face à un miroir qui va nous dire qu'effectivement nous avons raison parce qu'on est bien, on conforte bien ici nos opinions, même si elles ne sont pas fondées. C'est le biais du «je te l'avais bien dit» ou le biais dit de confirmation. Tout ça aurait pu nous faire continuer de manière exponentielle, quasi infinie, sur le niveau de confiance vis-à-vis de ces outils, mais de quelques semaines, quelques mois ou quelques mois d'utilisation, beaucoup d'utilisateurs ont rencontré des éléments qui finalement leur ont mis peut-être un peu la puce à l'oreille, les ont fait douter et finalement se sont fait retomber tout en bas de ce niveau de confiance, et pour arriver à cette étape numéro 3 qui est la déception soudaine. Alors, qu'est-ce qui nous a déçus chez ChatGPT? Eh bien, peut-être qu'on s'en est servi un petit peu trop et pour des usages qui n'étaient pas finalement ceux du langage à proprement parler, mais pour faire par exemple des opérations mathématiques. Et bien sur ces éléments, alors attention, on ne parle pas ici des derniers modèles comme o1 qui sont beaucoup plus efficaces et qui raisonnent ici par étapes pour réaliser des démonstrations scientifiques ou des raisonnements mathématiques, mais sur un simple calcul ici avec quand même voilà, avec un ordre de grandeur finalement assez important, et ben on va se rendre compte que ChatGPT n'arrive pas à suivre et fait des erreurs mathématiques ici, mais parce que, on le rappelle, c'est tout seulement des petits bouts de mots qui viennent se compléter. On n'est pas du tout ici sur un outil qui viendrait nous donner une fiabilité d'opération mathématique. Donc déçu par les erreurs qu'ils peuvent produire. On pourrait même faire l'exemple tout simple de lui demander la date du jour. Alors, cette copie d'écran n'a pas été faite au 14 novembre 2021, puisque de toute façon l'outil n'était pas disponible. Donc on voit bien qu'il a ici enregistré une date et on n'a pas trop d'idée de comment il l'a enregistré. On voit que si on lui répète la question, on n'a plus forcément plus la même réponse. Donc il se doute bien que si on redonne la question, c'est qu'on n'a pas tout
tout à fait satisfait de la première réponse. Si vous faites l'exercice aujourd'hui, vous allez vous rendre compte que finalement, dans une session sur un chat GPT public, vous aurez la bonne date, mais parce qu'on a une date de session justement, c'est le dialogue en cours qu'on fait avec ChatGPT est horodaté dans les logs qui se font derrière, mais si vous lui demandez l'heure précise, ben là, il ne saura pas vous répondre. Et puis peut-être on a essayé un petit peu de sortir aussi des modèles de langage pour aller voir les modèles de génération d'images. Alors là, vous avez quelque chose qui effectivement est particulièrement moche en termes de réalisation visuelle, mais qui est aussi lié à un modèle qui s'appelait DALL-E Mini, donc vraiment un modèle ultra compressé, qui est très loin aujourd'hui de ce que peut faire le même modèle DALL-E dans sa version 3. Mais en tout cas, à l'époque, en 2022, nous avions des choses qui étaient effectivement d'une qualité très, très faible en termes de génération d'images. Pour autant, malgré ces déceptions qu'on pouvait rencontrer et accumuler, nous étions dans ce biais qu'est l'effet d'engagement. C'est-à-dire que nous avions commencé à travailler avec un outil, nous avons pris certaines habitudes et donc, errare humanum est, perseverare diabolicum, nous sommes finalement nous avons continué à nous engager dans cette voie que nous avions prise. Et nous avons repris les utilisations, nous avons conservé les utilisations de cet outil. Nouveau biais pour renforcer encore plus finalement l'usage et faire qu'on n'a pas abandonné ChatGPT après quelques mois d'utilisation, et puisque finalement nous sommes ici en train de travailler avec un outil qu'on a l'impression de s'être approprié, nous sommes en train de construire quelque chose autour de nos usages avec ChatGPT, on est confronté au biais dit biais IKEA, qui porte bien son nom. Si vous imaginez construire vous-même votre mobilier, ici on a, d'ailleurs de manière assez simple, sans qu'on ait besoin d'efforts particuliers ou de compétences de développeurs en IA, on a réussi finalement à utiliser cet outil et on l'a, au final, on s'y est attaché, on a du mal finalement à se désengager à nouveau de cet outil parce qu'on a l'impression de le maîtriser nous-mêmes. Et c'est donc reparti pour l'ascenseur de la confiance autour de ChatGPT. Et finalement, peut-être que maintenant, nous arrivons sur un certain plateau de productivité, puisque nous avons une bonne idée de ce à quoi il est le plus efficace. Nous commençons à avoir une bonne pratique et nous savons comment l'intégrer dans nos quotidiens, qu'ils soient personnels ou professionnels. Et donc, nous arrivons à des usages beaucoup plus productifs. Et la courbe que je viens de vous montrer, finalement, vous l'avez sans doute reconnue. Alors, c'est pas non plus la courbe inventée par le Gartner, donc c'est cet organisme qui nous propose régulièrement des classements des différentes solutions technologiques. On est ici dans ce qu'on appelle l'effet Dunning-Kruger, du nom des deux chercheurs qui ont défini cette courbe, et qui finalement nous montre que quand on monte trop vite en confiance avec des niveaux de compétences assez faibles, on atteint rapidement le sommet de la montagne de la stupidité, qu'on redescend généralement si on insiste un petit peu dans la pratique, dans la vallée de l'humilité, avant d'aller prendre la pente douce du plateau de la consolidation, où finalement on va mêler à la fois niveau de compétence suffisant et confiance qui ne sera pas non plus une surconfiance ou quelque chose d'exagéré vis-à-vis de l'outil qu'on est en train d'utiliser. Donc finalement, nous sommes ici dans une courbe très fréquente avec pas mal de sujets qui sont nouveaux pour nous et dans lesquels on va grandir en compétences. Et donc nous sommes finalement sur un mécanisme très connu autour de ChatGPT. Je dois maintenant vous dévoiler une information importante. Donc toute cette présentation que je viens de réaliser sur les biais cognitifs que nous avons humains vis-à-vis de ces modèles d'intelligence artificielle générative, toute cette présentation, ce n'est pas un humain qui l'a générée, qui l'a écrite, mais c'est bien effectivement ici à nouveau une intelligence artificielle, même si moi là, humain, j'apparais dans le bas de l'écran, et c'est ma vraie voix et c'est mon vrai visage qui vous apparaît, même si et ça ne devrait pas être le cas pour encore très longtemps, mais vous avez ici finalement aperçu un contenu entièrement généré par de l'intelligence artificielle, dont je n'étais uniquement que le pilote. Comment tout ça s'est passé ? Voilà, je vous présente ici les fameux prompts, donc les instructions
qui m'ont permis d'échanger avec ces modèles d'IA générative. Le premier prompt m'a permis de faire finalement une phase d'idéation, donc même si c'est effectivement le sujet est venu de moi, c'est ensuite l'intelligence artificielle générative qui m'a donné les différents éléments que j'allais pouvoir utiliser en termes de contenu dans cette présentation, comment j'allais structurer cette présentation. Et puis, diapo par diapo dans PowerPoint, finalement, ici, je suis allé générer, une fois mon plan établi, je suis allé générer des diapositives pour avoir quelque chose d'efficace qui vient donc compléter finalement cette présentation. L'illustration, vous l'aurez sans doute aussi deviné, elle a été faite initialement avec DALL-E 2 et on aurait des choses beaucoup plus, aujourd'hui je pense, de qualité beaucoup plus supérieure avec DALL-E 3, mais on a donc à nouveau ici un prompt, alors assez conséquent, qui va vraiment définir énormément d'éléments du champ de la photographie, du champ de la peinture, des styles de dessin pour pouvoir préciser ici comment les images sont réalisées. Et à nouveau, ça, on pourra appeler ça par exemple un système message, une sorte de méta-prompt qui vient nous définir un prompt plus précis, ce prompt étant soumis derrière au générateur d'images. Donc, qu'est-ce que j'ai fait finalement moi-même grâce à ces intelligences artificielles pour générer cette présentation? Finalement, j'ai gagné en productivité, je suis allé beaucoup plus vite que si j'avais dû tout faire par moi-même, et je vous propose 5 conseils pour réaliser maintenant par vous-même ces gains de productivité grâce à l'intelligence artificielle générative. Premier conseil, peut-être le plus surprenant, n'apprenez pas le prompt engineering. Donc en fait, cet art qui serait celui d'écrire des prompts, donc les fameuses instructions que vous venez de voir, finalement, le prompt engineering, ce n'est jamais que du langage naturel. Vous serez dépassé, vous humains, par des générateurs de prompts qui seront eux-mêmes pilotés par des intelligences artificielles génératives. Donc, soignez plutôt votre manière de parler, d'écrire, d'interagir, poser les bonnes questions. On sait que quand on pose une bonne question, on a déjà fait un chemin important vers la réponse. Donc, continuez à vous exprimer en langage naturel. Si ensuite vous vous lancez, alors peut-être plus d'un point de vue de l'intégration dans l'entreprise, d'un point de vue de développement dans un projet d'IA générative, sachez que celui-ci est pluridisciplinaire et que vous aurez besoin finalement de faire appel à des compétences en infrastructure, donc les briques d'architecture, les briques logicielles, les ressources cloud qu'on va mettre en place pour pouvoir faire tourner ce projet. Les personnes qui vont travailler en tant que développeurs sont plutôt de type software engineer, donc ce qui là encore peut être assez surprenant. On n'est pas sur des profils par exemple de type data scientist, on utilise ici des modèles qui sont déjà entraînés, on n'a que très rarement la nécessité d'aller les fine-tuner, c'est-à-dire de refaire un entraînement complémentaire. On va insister beaucoup plus sur l'interface, l'expérience utilisateur, et ça a été une des grandes réussites justement de ChatGPT. Et on va aussi travailler sur le changement, une fois qu'on aura produit une application autour de l'IA générative, on va travailler sur le changement, l'adhésion des humains autour de cette application. Vous pouvez vous demander, dans votre univers professionnel, s'il y a des cas d'usage de l'IA et encore plus de l'IA générative. Je pense que cette question-là revient à peu près à se demander si, quand vous allez au restaurant, on peut trouver un plat qui se mange avec une fourchette. Vous avez quasiment, avec une certitude proche de 100%, des cas pratiques de mise en place de l'IA générative. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, on a vu que l'IA générative se basait sur cette compréhension et cette génération de texte. Dès qu'on a finalement des tâches qui s'appliquent avec un certain niveau de langage dans notre quotidien, ce langage peut être repris par l'IA générative qui va venir donc réaliser soit ces interactions avec nous humains, soit des éléments directement avec de manière automatisée, ce qu'on appellera plutôt ici des agents autonomes. Alors, sur cette matrice qui a été établie par un ancien salarié de Google, Barak Turovsky, on voit qu'on a 2 axes qui nous permettent de catégoriser justement les cas d'usage autour de l'IA générative. À l'horizontale, c'est le niveau de précision qu'on attend dans les sorties de ces modèles d'IA. Alors, pourquoi c'est important, ce niveau de précision? Parce qu'on sait, on a parlé des hallucinations, on sait que ces modèles ne sont pas fiables à 100%, et justement, de leur aspect génératif, on ne va pas confondre finalement avec créatif, mais le fait qu'ils soient en capacité de produire
des choses un peu inattendues, on va peut-être éviter d'aller tout à droite ici de l'axe de la précision, et plutôt garder des cas d'usage où finalement un petit peu moins de précision n'est pas dommageable. Et par rapport au message que je vous passais juste avant sur l'idée que finalement, dès que vous avez du langage qui intervient dans vos processus, dans vos textes, que ça soit d'ailleurs langage oral ou écrit, bien sûr, dès que vous avez besoin de ce langage pour réaliser des opérations, vous allez être dans le bon secteur pour placer l'intelligence artificielle générative. Donc on est ici en haut de la courbe de fluency, donc c'est-à-dire de capacité finalement à bien s'exprimer. Donc en haut à gauche, besoin d'un niveau de précision qui sera pas parfaite, et forte dépendance au langage. Conseil suivant, le fine-tuning, c'est-à-dire l'idée de repartir d'un modèle déjà entraîné, mis à disposition, soit par le monde de l'open source, soit par les acteurs type OpenAI, Google ou autres. Attention, c'est quelque chose de finalement assez complexe, qui va vous demander beaucoup de données, des données très qualifiées, et sur lequel vous n'avez pas de garantie à la fin d'obtenir un modèle qui serait plus performant dans les tâches ou sur les connaissances que vous voulez lui insuffler. C'est des choses qui sont faisables, il y a de très belles réussites là-dessus, mais peut-être plus sur des modèles qu'on va appeler les SLM, donc les Small Language Models, qui sont des modèles plus petits et sur lesquels on a finalement moins aussi de temps de fine-tuning, et donc la capacité à être un peu plus réactif pour bien les optimiser. Si vous voulez au contraire gagner en qualité d'information donnée par l'IA générative, vous allez plutôt travailler sur des bases de connaissances, donc transformer finalement aujourd'hui tout ce que vous avez dans votre entreprise en termes de fichiers PDF, de documents Word, de présentations PowerPoint, toute cette connaissance accumulée dans l'entreprise, vous allez la vectoriser, c'est-à-dire que vous allez la mettre dans une forme spécifique. On parle d'embeddings qui va être ensuite utilisable pour les modèles, pour une recherche dite sémantique par les modèles de langage, et c'est comme ça que vous allez mettre en place des cas d'usage qu'on appelle le RAG, Retrieval Augmented Generation, donc la capacité finalement à aller chercher les bonnes informations dans des bases documentaires pour des modèles qui ne connaissent pas ces informations. Donc on n'est pas ici sur l'acquisition de connaissances dans un entraînement, mais on est plutôt ici sur la recherche optimisée d'informations. Donc c'est vraiment le processus qu'on appelle le retrieval dans le RAG. Et une invitation pour terminer, je vous invite à suivre la Global AI Community virtuelle francophone. Nous sommes une communauté de passionnés d'IA générative, de machine learning, de data science, à organiser des événements sur la Terre entière au travers de la Global AI Community, et de manière plus locale pour sur Paris par exemple, ou sur Nantes pour des communautés physiques, et de manière virtuelle, donc par des lives LinkedIn qui sont également repris sur cette chaîne YouTube, sur une fréquence qui est autour de 1 à 2 sessions tous les mois. Je vous invite à suivre cette page sur LinkedIn pour ne pas louper les prochains événements.